Pâques était un dimanche chaud et lumineux, mais rien dans cette journée ne me paraissait léger. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je me tenais juste devant les portes-fenêtres de la maison de la famille Callaway, tenant un plat de gratin de patates douces que j'avais préparé selon la recette de Marcus. À l'intérieur, les rires rebondissaient sur les murs alors que la longue table à manger se remplissait de cousins, d'oncles et de secondes épouses. Ma fille, Bella, s'était déjà précipitée à l'intérieur, serrant dans ses bras le petit lapin rose avec lequel elle dormait depuis la mort de son père. Je l'ai suivie, souriante, essayant de me dire qu'aujourd'hui serait différent, que peut-être Judith me ferait une place à table, que peut-être, pour une fois, elle me verrait comme plus que la femme que son fils avait épousée. Mais au moment où j'entrais dans la salle à manger, Judith s'est tournée vers moi, ses yeux froids et toujours calculateurs se posant d'abord sur le plat de gratin, puis sur moi. « Tu peux le mettre dans la cuisine » a-t-elle dit. Son ton était désinvolte, comme celui de quelqu'un qui commande une serveuse. J'ai hésité. « Où dois-je m'asseoir » Elle a levé un sourcil. « Nous sommes au complet à table. » J'ai regardé autour de moi. Il y avait clairement des chaises vides. Deux, en fait. Elle m'a vu remarquer. Les lèvres de Judith se sont retroussées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu peux t'asseoir dehors sur le porche. Il fait un temps magnifique. » Je n'ai rien dit au début, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que rien de tout cela n'aurait d'importance. Bella se tenait à l'autre bout de la table, à côté de son cousin, et me regardait. « Maman » a-t-elle demandé, sa voix trop petite pour la pièce. « Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir avec nous » Le silence s'est fait dans la pièce. Judith s'est tournée vers elle avec le même sourire forcé. « Parce que » a-t-elle dit clairement, assez fort pour que tout le monde entende, elle ne fait pas partie de cette famille. Ces mots ont frappé comme une gifle. Non seulement les mots, mais la façon dont personne n'a protesté. Des assiettes ont teinté. Quelqu'un s'est éclairci la gorge. La sœur de Marcus a baissé les yeux sur ses genoux. Le visage de Bella s'est froissé. Elle a commencé à pleurer, ses petites mains agrippant le dossier d'une chaise. J'ai fait un pas en avant, mais Judith s'est interposée entre nous. « Tu fais une scène » a-t-elle sifflé à voix basse. « C'est un repas de famille. Va t'asseoir dehors avant de tout gâcher pour tout le monde. » J'avais envie de crier. Au lieu de cela, je me suis agenouillé à la hauteur de Bella et j'ai essuyé ses joues. « C'est pas grave, mon cœur » ai-je murmuré. « Je serai juste dehors. On fera notre petite fête après. » « D'accord. » Elle a hoché la tête en reniflant. Sa petite voix tremblait, « Je veux manger avec toi. » Et puis, il y a eu le bruit auquel personne ne s'attendait. La porte d'entrée s'est ouverte, lourde et délibérée. Une paire de bottes a résonné dans le foyer. Toutes les conversations se sont arrêtées. Dans la salle à manger est entré l'officier Thomas Nelly en uniforme complet. Il tenait un dossier dans une main et affichait un air que je ne lui avais pas vu depuis des années. Sérieux, calme et déterminé. Judith a reculé, clignant des yeux. « Thomas, qu'est-ce que tu fais là ?» Il a hoché la tête poliment mais ne lui a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est tourné vers moi. « Alina » a-t-il dit, assez fort pour que toute la pièce entende. « Voulez-vous le faire maintenant ?» Je me suis redressé. « Oui, s'il vous plaît. » Il a ouvert le dossier et en a sorti une épaisse pile de papier. « Cette maison » a-t-il dit en jetant un coup d'œil autour de lui, n'est plus au nom de Judith Callaway. Marcus Callaway en a transféré la pleine propriété à sa femme, Alina Rivera, 2 semaines avant son décès. On pouvait sentir l'air disparaître de la pièce. Il lui avait laissé cette maison, ainsi qu'à sa fille, pour s'assurer qu'elle n'aurait jamais à mendier une place à leur propre table. Une fourchette a cliqueté sur le sol, puis une assiette, puis une autre. Tous les visages de la pièce se sont tournés vers moi, mais je ne les ai pas regardés. J'ai regardé Bella. Elle a souri à travers ses larmes. Et j'ai finalement dépassé Judith et j'ai pris ma place. Après la mort de Marcus, tout s'est effondré au ralenti. La maison que nous louions a été vendue 2 mois plus tard. Le propriétaire s'est excusé comme si cela changeait quelque chose. Mes horaires à l'hôpital ont été réduits lorsque des changements budgétaires ont frappé notre unité. Bella venait d'avoir 5 ans. Je me souviens d'avoir tenu son petit sac à dos pendant qu'elle dormait sur le canapé, me demandant comment j'allais lui expliquer que nous n'avions plus de maison. C'est à ce moment-là que Judith nous a offert une chambre dans sa maison. « Nous prendrons soin de vous », avait-elle dit, debout sur le porche dans cette blouse crème impeccable qu'elle portait toujours le dimanche. C'est ce que Marcus aurait voulu. À l'époque, je voulais la croire.
J'étais trop fatigué pour remettre cela en question. Nous avons emménagé dans la chambre d'amis à l'étage. Un lit, une armoire, une salle de bain partagée avec une serrure cassée. Judith a clairement indiqué dès le début que nous étions des invités. Ce mot résonnait dans tout ce qu'elle faisait. Elle étiquetait la nourriture dans le réfrigérateur, réarrangeait notre linge sur la corde, corrigeait la façon dont je pliais les serviettes. Elle n'élevait jamais la voix, ne claquait jamais une porte, mais chaque regard, chaque souffle, chaque sourire passif-agressif me rappelait que je n'étais pas à ma place. Marcus était le ciment. Il était bruyant là où j'étais calme, chaleureux là où j'étais réservé. Il savait comment naviguer dans les humeurs de sa mère, comment changer de sujet lorsqu'elle commençait à critiquer ma façon d'élever Bella ou de l'habiller. Je le regardais de l'autre côté de la pièce et je pensais, mon Dieu, il rend tout cela si facile. Sans lui, je n'étais qu'une autre présence indésirable. Au début, j'ai essayé de faire la paix. Je gardais tout propre. Je me portais volontaire pour cuisiner. Je prenais des quarts de nuit pour éviter d'être trop souvent à la maison. Mais cela n'avait pas d'importance. Judith trouvait toujours un moyen de me rappeler que je ne faisais pas partie de sa famille. Il y a eu des moments qui m'ont érodé lentement. Cette fois où Bella a ramené une carte de fête des mères faite à la main et que Judith a dit qu'elle voulait probablement la donner à sa maîtresse, pas à toi. Ou le matin de Noël où elle a offert un tout nouveau vélo à Bella mais m'a donné une tasse déjà offerte, ébréchée. Ou quand j'ai essayé d'accrocher une photo de Marcus et moi dans le couloir et que je l'ai retrouvée dans la boîte de dons le lendemain. Pourtant, je me disais d'être forte pour Bella. Bella adorait sa grand-mère, comme le font les petits-enfants qui ne perçoivent pas encore les courants sous-jacents. Elle se blottissait sur les genoux de Judith pour écouter des histoires et courait vers elle avec des genoux écorchés. Je ne l'ai jamais arrêtée. Je ne voulais pas que Bella perde plus de famille, mais même à 7 ans, elle pouvait le sentir. Elle m'a demandé un jour, « Est-ce que mamie aimait papa plus que toi ?» J'ai juste souri et les bordé. Que pouvais-je dire? Je ne voulais pas me battre. Je voulais la paix. Je voulais un toit sur la tête de ma fille. Je voulais de la stabilité. Je voulais croire que la cruauté de Judith n'était que le deuil sous un masque différent. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Elle n'aimait pas que Marcus ait épousé quelqu'un comme moi. Elle ne l'a jamais dit directement, mais je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Les pics étaient subtils mais aiguisés. Sur mon accent, même si j'étais né en Géorgie, sur mes compétences sociales lorsque je ne riais pas aux bonnes blagues. Sur la façon dont certaines femmes se précipitent dans la maternité avant d'être prêtes. Et je savais qu'elle détestait que Marcus ait quitté l'armée et soit resté à la maison pendant la première année de Bella au lieu de suivre sa promotion. Judith avait des plans pour lui. J'étais le détour. Alors Pâques était censé être mon rameau d'olivier. J'ai sorti la vieille boîte de recettes de Marcus la veille et j'ai cuisiné ses plats préférés. Igname confite, carottes rôties à l'érable, farce de pain de maïs à la sauge. Bella m'a aidé. Elle portait son petit tablier et disait, « Papa serait fier de nous. » Je pensais que peut-être, juste peut-être, me présenter comme ça, participer, donner, honorer Marcus permettrait à Judith de me voir comme quelque chose de plus qu'une obligation. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait le jour où elle me couperait complètement les ponts. Je n'aurais jamais imaginé que Bella pleurerait devant 20 personnes. Et je n'aurais certainement jamais imaginé que la maison où je vivais, la maison où l'on me disait que je n'avais pas ma place, était déjà la mienne. Ce matin de Pâques, je me suis réveillé tôt au son de Bella qui fredonnait dans le couloir. Elle avait déjà préparé sa petite robe jaune, celle avec les minuscules marguerites sur le col. Elle lui était trop grande avant. Maintenant, elle lui allait parfaitement. J'ai emballé le tout dans des barquettes en aluminium et je les ai soigneusement recouvertes. Igname confite, farce de pain de maïs, les œufs mimosa que j'avais décorés comme Marcus le faisait. Bella dansait dans la cuisine en chaussettes pendant que je vérifiais le gratin. J'ai même trouvé les vieux ronds de serviettes que Marcus avait fabriqués au cours de menuiserie au lycée. Je les ai apportés, pensant que peut-être cette fois Judith verrait l'effort. Peut-être qu'elle sourirait et dirait merci. Nous nous sommes garés dans l'allée juste après 11 heures. Le jardin de Judith ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Pelouse fraîchement coupée, massif de fleurs en fleurs violettes et dorées. La porte d'entrée était grande ouverte, les rires flottaient déjà dehors. Je portais la nourriture à 2 bras. Bella sautillait en avant, son lapin niché sous le bras, saluant ses cousins qui jouaient à chat autour de l'arbre. Le couloir sentait le jambon au miel et le polish au citron. J'ai suivi Bella dans la salle à manger, souriante, ayant déjà l'impression que peut-être, juste peut-être, nous allions passer une bonne journée. Judith m'a vu la première. Elle n'a pas souri.
Vous êtes en retard, a-t-elle dit, même si nous ne l'étions pas. Tout le monde est déjà assis. J'ai tendu le gratin. J'ai apporté les ignames, la recette de Marcus. Elle a regardé le plat comme s'il l'avait insulté. Vous pouvez le laisser dans la cuisine, a-t-elle dit. Mon sourire a vacillé. Dois-je le mettre sur la table? Ses lèvres se sont pincées. Il n'y a pas de place. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Il y avait clairement 2 places libres. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais elle ne m'a pas laissé faire. Tu peux t'asseoir dehors, a-t-elle dit, puis elle a élevé la voix. Il fait un temps magnifique. L'air frais te fera du bien. Bella a levé les yeux du côté de son cousin et a froncé les sourcils. Pourquoi maman ne peut pas s'asseoir avec nous? La voix de Judith était calme, calculée, parce qu'elle ne fait pas partie de cette famille. Chaque bruit dans la pièce s'est éteint. Des fourchettes planaient en l'air. La conversation s'est figée. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que j'ai cru qu'il pouvait l'entendre. J'ai fixé Judith, la suppliant de se rétracter, de dire qu'elle plaisantait ou que j'avais mal compris, mais elle n'a pas scié. Elle avait l'air fière. Je me suis penché à la hauteur de Bella. C'est bon, ma chérie. Je serai juste dehors. D'accord. Les yeux de Bella se sont remplis de larmes. Je veux que tu t'assoies avec moi. Je sais, mon cœur, ai-je dit en l'embrassant sur le front. Je sais. Judith a croisé les bras. Ne fais pas de drame, Alina. C'est un jour de fête. Je me suis levé. Mes mains tremblaient, mais j'ai refusé de pleurer. Pas devant elle. Pas devant des gens qui détournaient le regard pendant qu'elle me rabaissait en plein jour. Je suis sorti sur le porche et je me suis assise dans le fauteuil en osier sur lequel Marcus et moi avions l'habitude de nous asseoir lorsque Bella était bébé. Je pouvais encore entendre l'écho de ses rires de bébé, la façon dont Marcus la tenait près des carillons éoliens et la faisait rire. De l'intérieur, le bruit des assiettes et des couverts a repris. La voix de Judith portait au-dessus des autres, joyeuse et claire, comme si rien ne s'était passé. J'étais assise là, seule, fixant le plateau de nourriture que personne ne toucherait. Et c'est alors que la lettre m'est revenue en mémoire. Une semaine plus tôt, je l'avais trouvée dans la boîte à souvenirs de Bella, une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main de Marcus. Elle avait été donnée à l'officier Thomas Nelly, un ami de la famille, avec instruction de la remettre un an après la mort de Marcus. L'enveloppe était là depuis le début, glissée entre les dessins et les anciens bulletins scolaires de Bella. À l'intérieur se trouvait un acte de transfert de propriété. Marcus m'avait cédé la pleine propriété de la maison. Les papiers étaient définitifs, légaux, déposés, signés. Il l'avait fait sans le dire à personne, pas même à Judith. La lettre disait « Je connais ma mère. S'il m'arrive quelque chose, je veux que toi et Bella soyez en sécurité, que vous n'ayez jamais à mendier une place. Cette maison est à vous. » Elle aurait toujours dû l'être. Je n'avais rien dit à personne. Je ne savais pas quoi faire avec un tel pouvoir. Mais assise sur ce porche, écoutant Bella pleurer à l'intérieur pendant que Judith découpait le jambon comme si de rien n'était, j'ai su ce que je devais faire. Je me suis levé et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro de la lettre. « Officier Nelly, ai-je dit, êtes-vous libre cet après-midi » Sa voix était ferme. « Je suis toujours libre pour la famille de Marcus. »« Bien, ai-je dit, parce que je suis prête. » Je suis restée assise sur le porche pendant longtemps après cet appel. Les oiseaux continuaient de chanter comme si de rien n'était. Le vent jouait doucement avec l'ourlet de ma robe. J'ai regardé le plateau de nourriture intact posé à côté de moi et j'ai pensé au nombre de fois où j'avais ravalé ma fierté pour maintenir la paix. Combien de fois je m'étais dit que me mordre la langue était la chose mature à faire, la chose forte, la chose à faire pour Bella. Mais ce jour-là, il ne s'agissait plus de force. Il s'agissait de dignité. À l'intérieur, je pouvais encore entendre Bella pleurer. Et je savais que cela ne concernait pas seulement moi. Cela ne l'avait jamais été. Il s'agissait de ce que Bella apprenait à attendre du monde. Ce qu'on lui enseignait sur sa propre valeur en regardant comment je laissais les gens me traiter. Et je n'allais pas la laisser penser que c'était normal. J'ai repris mon téléphone juste pour m'assurer que je n'avais pas imaginé la conversation précédente. J'ai ouvert l'application de dossier où j'avais scanné l'acte que Marcus avait laissé. Sa signature était toujours là, en bas, nette, ferme, indubitablement la sienne. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête. Je ne suis plus là, donc je dois m'assurer que tu es protégé. Lorsque l'officier Nelly est arrivé, il a frappé doucement. Il n'était pas encore en uniforme complet, juste un coupe-vent et un jean. Il a regardé autour de lui prudemment,
comme s'il savait déjà dans quel genre de feu il s'apprêtait à marcher. « Êtes-vous sûr d'être prête à faire cela aujourd'hui » a-t-il demandé, tenant le dossier sous son bras. « Oui, ai-je dit. Aujourd'hui est le jour où elle a fait pleurer ma fille devant 20 personnes. Si j'attends, je vais perdre mon sang-froid, et elle ne s'arrêtera jamais. » Il a hoché la tête une fois. « Laissez-moi aller me changer. » Je l'ai regardé retourner à sa voiture, où il gardait son équipement officiel dans le coffre. Je pouvais voir l'éclat de son insigne alors qu'il l'attachait à sa ceinture. Mon cœur battait la chamade, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas par peur. C'était par clarté. Je suis rentré dans la maison par la porte latérale. Personne ne m'a remarqué. Le tintement des verres et le flux et le reflux des rires sonnaient étrangement maintenant, lointains et creux, comme une fête à laquelle je n'avais jamais vraiment été invité. J'ai trouvé Bella dans le couloir, le visage bariolé de larmes. Elle m'a tendu les bras immédiatement et je l'ai serré contre moi. « On s'en va » a-t-elle demandé doucement. Je l'ai tenu fermement. « Non, mon cœur. Nous n'allons nulle part. » Nous avons attendu ensemble dans le couloir. J'ai lissé ses boucles, embrassé le sommet de sa tête et murmuré « Il y a quelque chose que je veux que tu vois. » Puis, comme si l'univers avait attendu ce moment, la porte d'entrée s'est ouverte. L'officier Nelly est entré en uniforme complet. Le bavardage dans la salle à manger s'est arrêté. On pouvait sentir le changement dans l'air. Judith a été la première à parler. Elle s'est levée lentement de sa chaise, les yeux écarquillés. « Thomas, tout va bien ? Je suis ici pour parler à Alina, » a-t-il dit, jetant un coup d'œil vers le couloir. Je me suis avancé, tous les yeux braqués sur moi. Judith a regardé entre nous, la suspicion grandissant sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je pense que vous devriez tous entendre ceci, » ai-je dit, ma voix ferme. « Cela concerne cette maison. » Le ton de Judith s'est aiguisé. « De quoi parlez-vous ? C'est ma maison. » L'officier Nelly a ouvert le dossier et en a sorti une épaisse pile de papier. « En fait, non. » Il a posé les documents sur la table. Marcus a transféré la propriété de cette maison à Alina Rivera 2 semaines avant son décès. Le titre, l'acte et le testament le confirment tous. C'est légalement sa propriété. Le silence. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Une cousine a haleté. Judith a fait un pas en arrière, son visage pâle. « Quoi » a-t-elle murmuré. « Il l'a fait pour protéger sa femme et sa fille » a dit Nelly fermement. « Pour s'assurer qu'elles soient en sécurité. Pour s'assurer que personne ne puisse jamais leur dire qu'elles n'étaient pas à leur place. » J'ai regardé Bella. Elle me regardait comme si j'étais une super-héroïne. Je me suis retourné vers Judith. « Pendant 2 ans, je vous ai laissé me traiter comme une vagabonde que l'on est forcé de nourrir, » ai-je dit. Je me disais que c'était pour Bella. Que je ne voulais pas de conflit. Mais vous avez clairement montré aujourd'hui. Vous ne m'avez jamais considéré comme faisant partie de cette famille. Et maintenant, vous n'aurez plus jamais à faire semblant. La bouche de Judith s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. J'ai pris l'acte sur la table et je l'ai tenu à 2 mains. Je ne m'assiérai plus dehors. Et puis j'ai conduit Bella à la tête de la table et j'ai retiré une chaise. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. L'air dans la salle à manger était épais, lourd, chargé de quelque chose de non dit qui avait finalement été forcé à la lumière. La bouche de Judith était légèrement ouverte, sa main toujours figée sur le dossier de sa chaise. On pouvait presque entendre le son de la fierté qui se fissurait dans sa poitrine. Je ne me suis pas assise tout de suite. Je me suis tenu là, tenant le dossier avec la signature de Marcus dans mes mains, et j'ai laissé le temps à l'information de pénétrer, pour eux, pour moi, pour Bella. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de propriété ou de documents légaux. Il ne s'agissait pas de paperasse. Il s'agissait de vérité. Il s'agissait de chaque instant passé à marcher sur la pointe des pieds dans une maison où je ne me sentais pas la bienvenue. Chaque fois que j'avais ravalé ma blessure au nom de la paix, chaque fois que Bella me regardait avec confusion dans les yeux, incertaine de pourquoi sa mère était toujours juste en dehors du cercle. Maintenant, il n'y avait plus de déni possible. Je n'étais pas seulement partie de cette famille. J'étais la femme en qui Marcus avait le plus confiance. Celle qu'il avait choisi de protéger, même dans la mort. Et cette maison, elle était à moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché lentement vers la tête de la table, où la chaise vide avait été laissée pour Judith. Sans demander, je l'ai tirée pour Bella. Elle a levé les yeux vers moi avec de grands yeux embués de larmes. Je lui ai fait un petit signe de tête et elle est montée comme si elle était à sa place, parce qu'elle l'était. Je me suis tourné vers la pièce. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour déclencher une guerre,
ai-je dit, la voix calme mais assez forte pour que tout le monde entende. Mais je ne me laisserai plus rejeter. On ne me dira plus où je peux m'asseoir ni ce que je vaux. Pas dans la maison que mon mari m'a laissée. Pas devant ma fille. Personne n'a parlé. Judith a finalement cligné des yeux, sa voix cassante et acerbe. Vous avez vécu sous mon toit pendant 2 ans. Je vous ai ouvert ma maison. Non, ai-je répondu, soutenant son regard. Vous avez vécu sous l'illusion qu'elle était toujours la vôtre. Mais Marcus a fait un choix différent. Il l'a fait tranquillement, légalement, sans drame, car il savait ce qui se passerait s'il vous le disait. Elle s'est tournée vers l'officier Nelly. Cela ne peut pas être juste. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, a-t-il dit clairement. Tout a été enregistré et déposé. Vous pouvez le contester devant les tribunaux, mais vous ne gagnerez pas. Le visage de Judith est passé de la confusion à quelque chose de plus froid. La fierté blessée s'est déchaînée. Alors, c'est ça votre plan? M'humilier? M'embarrasser devant ma propre famille? Non, ai-je dit. Vous l'avez fait vous-même lorsque vous avez dit à une femme en deuil qu'elle n'était pas à sa place. Vous l'avez fait lorsque vous avez fait pleurer une enfant à une table de fête. Je dis simplement enfin la vérité. Derrière elle, la sœur de Marcus, Lynn, s'est levée lentement et s'est avancée vers moi. Elle avait toujours été silencieuse, ne prenant jamais vraiment parti, mais maintenant ses yeux étaient humides. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je suis désolée. J'ai hoché la tête. Merci. Le reste de la pièce était immobile. On pouvait sentir le poids de la situation, la honte, l'incrédulité, la réalisation que quelque chose de profond avait changé de manière permanente. Puis est venu le bruit qui a marqué la fin de l'ancien ordre. Judith a repoussé sa chaise trop rapidement. Elle a raclé le parquet. Elle a attrapé son sac à main, ses clés, et est sortie de la pièce sans dire un mot de plus. Et puis le deuxième bruit, la porte d'entrée a claqué. L'officier Nelly m'a regardé et a fait un petit hochement de tête, comme un soldat qui a terminé sa mission. Je ferai le suivi des dépôts légaux cette semaine, a-t-il dit doucement. Faites-moi savoir si elle essaie de revenir. Merci, ai-je dit en le voyant partir. L'énergie dans la pièce a lentement commencé à changer, comme si quelqu'un avait finalement ouvert une fenêtre après des années d'air stagnant. Je me suis assise à côté de Bella et elle s'est penchée contre moi, sa tête sur mon bras. Nous avons tes ignames maintenant, a-t-elle murmuré. J'ai souri pour la première fois de la journée. On peut bien sûr. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine, portant le plateau de nourriture qui était resté intact. Je l'ai ramené et l'ai placé sur la table comme s'il était la pièce maîtresse. Les gens ont commencé à se le passer lentement au début, puis les bavardages ont repris doucement. Un petit cousin a pris une cuillère. La tante de Marcus a complimenté l'assaisonnement. La pièce s'est dégelée petit à petit, et pour la première fois depuis des années, je l'ai senti aussi. La chaleur, le sentiment d'appartenance, la paix. Dans les jours qui ont suivi, la maison a semblé différente. Ce n'était pas seulement l'absence des pas de Judith ou de ses soupirs passifs-agressifs résonnant dans les couloirs. C'était le calme, le genre de calme qui ne vous rend pas tendu, mais vous permet d'expirer. Pour la première fois depuis la mort de Marcus, je me sentais en sécurité dans mon propre espace. Je n'avais pas à marcher sur la pointe des pieds dans la cuisine. Je n'avais pas à justifier ma présence dans une maison qui m'appartenait déjà. Et Bella, elle l'a remarqué aussi. Elle souriait davantage, dormait plus profondément, se réveillait en fredonnant à nouveau. Nous avons décroché les rideaux à fleurs de Judith et laissé la lumière du soleil inonder la pièce. Nous avons mis en boîte ces figurines en verre et rempli les étagères avec les dessins de Bella, des livres d'images et quelques photos de Marcus et moi de nos premières années, celles que Judith disait être trop décontractées pour être exposées. J'ai même accroché les photos qu'elle avait essayé de jeter, celles de nous tenant Bella à l'hôpital, épuisés et heureux et complètement impréparés à tout ce que la vie nous jetterait. C'était la bonne chose à faire. Judith n'est finalement pas revenue, pas même pour récupérer ses affaires. Son avocat a contacté l'officier Nelly une fois, a essayé de sonder le transfert, mais Nelly a été ferme, inattaquable. Elle le savait aussi. Elle espérait juste une technicité. Il n'y en avait pas. Finalement, un camion de déménagement s'est arrêté. Je les ai laissés entrer et j'ai laissé la porte d'entrée ouverte, sans dire un mot. Ils ont emballé ses affaires dans des boîtes avec ses initiales sur le côté. Quand ils sont partis, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé le camion disparaître au loin comme un chapitre qui se clôt. Ce soir-là, j'étais assise sur le canapé pendant que Bella jouait par terre. Elle organisait un dîner de Pâques simulé avec ses poupées.
Elle a disposé des serviettes, mis des assiettes en plastique et donné une place à chaque invité. Puis elle a levé les yeux et a dit « Maman, tu prends la grande chaise parce que c'est ta maison. » J'ai souri, des larmes me brûlant au coin des yeux. « Tu as raison, ai-je dit. C'est le cas. » Elle a fait une pause, l'air pensive. « Est-ce que mamie est en colère contre nous ?» Je l'ai regardée attentivement. Je pense que mamie est triste. Et quand les gens sont tristes, parfois ils agissent comme s'ils étaient en colère. Mais ce n'est pas ta faute ni la mienne, et ce n'est pas notre travail de le supporter. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle absorbait quelque chose de plus lourd que son âge ne pouvait l'expliquer. Puis elle a pris son lapin, lui a donné un baiser et est retournée organiser la table. Ces Pâques sont devenues les dernières que nous avons passées avec Judith, mais c'était aussi les premières qui semblaient réelles. 1 an plus tard, nous avons organisé le repas à nouveau, mais cette fois la maison était pleine de gens qui nous voyaient. Ma sœur est arrivée d'Atlanta. Ma meilleure amie Talia a amené son mari et leurs 2 enfants. Même André, le cousin de Marcus, est venu avec sa célèbre salade de pommes de terre affreuse et un grand sourire qui remplissait la pièce. Et quand Bella a distribué ses marque-places fait maison avec des paillettes et des autocollants, elle m'en a donné un qui disait reine de la maison. Tout le monde a ri, mais j'ai senti ce titre profondément dans ma poitrine parce que j'avais appris quelque chose d'important. Parfois, la paix ne vient pas en gardant le silence. Parfois, la paix vient lorsque vous dites enfin la vérité qui était assise dans votre poitrine et qui s'alourdissait de jour en jour. J'avais passé 2 ans à essayer de mériter une place à une table que Marcus m'avait déjà donnée. J'ai continué à essayer de faire mes preuves auprès de gens qui avaient décidé il y a longtemps qu'ils ne voulaient pas me voir. Mais le fait est que l'appartenance n'est pas quelque chose que l'on gagne en se faisant plus petit. C'est quelque chose que l'on revendique en se tenant droit. Et Marcus le savait. C'est pourquoi il m'a laissé la maison. Il savait que sa mère essaierait de m'effacer. Mais il savait aussi que je ne la laisserais pas faire. Et maintenant, chaque mur que je repeins, chaque coin que je nettoie, chaque rire qui remplit cette maison, tout cela ressemble à un hommage à la vie que nous construisions avant que tout ne change. À la vie que je construis toujours avec Bella chaque jour. Cette maison n'est pas seulement l'endroit où nous vivons. C'est l'endroit où nous avons guéri, où nous nous sommes défendus, où nous avons choisi d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait penser à la force tranquille que nous portons juste pour survivre certains jours, aimez la vidéo, cela signifie plus que vous ne le savez. Si l'on vous a déjà fait sentir que vous n'étiez pas à votre place dans votre propre vie, votre propre famille, votre propre peau, partagez cette histoire. Quelqu'un là-bas a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà eu à vous affirmer à un moment où il était plus facile de rester silencieux? Je lis tous les commentaires et votre voix compte ici. Et si vous croyez aux histoires vraies, au genre de celles qui sont désordonnées, celles qui guérissent, celles qui vous font vous sentir moins seul, abonnez-vous à la chaîne. Nous construisons quelque chose d'honnête ici, une vérité à la fois. Merci de m'avoir écouté. On se reparle bientôt.